et bienvenue sur Extra, l'émission qui part à la rencontre des Français et des Françaises au parcours extraordinaire. Aujourd'hui, un invité un petit peu spécial, le docteur Laurent Layet. Docteur, bonjour. Bonjour. On peut se tutoyer ? Bien sûr. Eh ben, ravi de faire ta connaissance. Aujourd'hui, on va parler de ton livre, Au pays des ombres, qui est sorti cet été, et de ton parcours, puisque tu es psychiatre, tu es aussi expert judiciaire et ancien chef de pôle de soins intensifs. C'est bien ça ? Tout à fait, en UMD, une unité pour malades difficiles. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'un malade difficile ? Alors, un malade difficile, la définition, c'est vrai qu'au départ, elle était un peu floue. C'est un malade qui nécessite des protocoles de soins intensifs et des mesures de sûreté particulières. C'est un petit peu entre l'hôpital psychiatrique et la prison, c'est ça ? Alors, pas exactement. On va dire que c'est des patients qui présentent des troubles psychiatriques que les services ordinaires ne peuvent pas soigner parce qu'ils n'en ont pas le plateau technique. Ça fait 20 ans que tu es psychiatre. Comment est né cet intérêt pour la psychiatrie ? C'est vraiment une science qui peut paraître un petit peu inquiétante ou un petit peu sombre. Comment on en vient à s'intéresser aux gens et aux maladies mentales ? Alors, je suis convaincu que la médecine, en général, reste une discipline de relations. Oh. Et la psychiatrie, elle a cet avantage, c'est que tout est basé sur le côté relationnel, sur la clinique, sur la psychopathologie, et on a beaucoup moins accès à tout ce qui est gestes techniques, examens complémentaires. Et donc, comme moi, c'était un des éléments que je préférais, c'est-à-dire la relation au patient, c'est pour ça que je me suis dirigé plutôt vers la psychiatrie. D'accord. Et comment on en vient justement à aller travailler, au lieu de faire des consultations en one-to-one, à aller dans les hôpitaux et puis après en UMD ? Alors d'abord, c'est un parcours, c'est-à-dire qu'on fait médecine. Une fois qu'on a fait médecine, on passe un concours pour faire une spécialité. Et une fois qu'on a choisi la spécialité de psychiatre, on va explorer un petit peu tous les domaines de la psychiatrie. Et moi, celui qui m'a le plus plu, on va dire, c'est le domaine de la psychiatrie médico-légale. D'accord. Et donc, dans la psychiatrie médico-légale, il y a tout le champ de l'expertise, il y a tout le champ de la psychiatrie en milieu pénitentiaire, mais il y a tout aussi, le champ aussi des unités pour malades difficiles et des soins intensifs psychiatriques. Et en plus, tu as décidé d'être expert judiciaire. Ça, c'est arrivé combien de temps après ton début en tant que psychiatre ? Alors, c'est un complément, parce que tous les psychiatres qui travaillent dans des unités, on va dire, médico-légales, ne sont pas experts judiciaires, mais la plupart sont intéressés par le côté médico-légal. Et moi, c'est venu très très tôt. Dès la fin de mon internat, j'ai commencé à assister aux premières expertises. Et dès que j'ai eu l'occasion d'exercer en tant que psychiatre et en tant que responsable, j'ai été inscrit sur les listes des cours d'appel, donc dès 2003. Donc ça fait plus de 20 ans. Parce que dans ton livre, tu parles de ton intérêt pour les faits divers. Est-ce qu'il y en a un qui a pu te travailler quand tu étais plus jeune, où tu t'aurais bien aimé rentrer un petit peu dans sa psyché Alors oui, ça vient effectivement d'un attrait particulier. Et c'est vrai qu'il y a certaines histoires. Alors dans mon livre, je parle de ce qu'on appelle un peu des histoires de chat, c'est-à-dire les faits divers de façon assez banale. Mais il y a aussi des faits divers qui ont défrayé la chronique. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé la psychiatrie, il y avait des faits divers qui avaient été un peu plus retentissants, mais assez localement connus, donc dans le sud de la France, là où je vivais. Et voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aurais bien aimé à ce moment-là avoir accès à l'auteur et même aux victimes pour savoir quels étaient les rouages du passage à l'acte. Et tu penses à un cas en particulier ou pas du tout ? Alors oui, il y a un des cas, par exemple, que au tout début de ma carrière, j'ai eu l'occasion de soigner. C'est un cas de quelqu'un qui s'était fait assassiner en sortant d'un sex shop, de plusieurs balles dans la tête, et on a mis longtemps à trouver l'auteur des faits. Et quand on a trouvé l'auteur des faits, qui s'est quasiment dénoncé lui-même, en tout cas quand on l'a trouvé, il a dit immédiatement que c'était lui, on a trouvé des explications qui remontaient à 20 ou 30 ans auparavant, parce que justement la victime aurait dit 30 ans auparavant à ce jeune homme, si tu me sers pas, je te mets 2 gifles. Et c'est cette phrase qui aurait été ruminée pendant 10, 15 ou 20 ans et qui a donné lieu à cet assassinat. Et c'est vrai que ça m'avait énormément intéressé pour savoir comment une phrase anodine dite 20 ans auparavant pouvait aboutir à un assassinat 20 ans après. Donc c'est un livre très complet sur ta carrière.
Néanmoins, il manque un cas, celui qui a fait beaucoup parler de lui cette dernière année, c'est le cas des viols de Mazan, puisque tu as expertisé Dominique Pellicot ainsi que les autres co-accusés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet examen de Monsieur Tout-le-Monde, en fait, hein, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que ça t'a fait prendre conscience en tant que psychiatre ? Alors, pas Monsieur Tout-le-Monde, d'abord. Je corrige parce que Monsieur Tout-le-Monde n'est pas capable de faire ça. C'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas appeler Monsieur Pellicot Monsieur Tout-le-Monde. Ensuite, c'est une affaire qui commence de façon assez banale dans le sud de la France. Quelqu'un qui se fait attraper en train de filmer sous les jupes des filles dans un grand magasin. Et en fait, la première personne à qui il faut tirer un chapeau, c'est le vigile du magasin qui remarque un individu en train de faire quelque chose qui est transgressif, qui va l'interpeller et qui va surtout chercher les victimes et qui va les pousser à les déposer plainte. Sans ça, il n'y a pas cette affaire. Ouais, il y a zéro. Et à partir de là, il y a un officier de police judiciaire, une expertise en garde à vue que j'ai réalisée et une perquisition. Et ensuite, à la perquisition, il y a la découverte de toutes ces vidéos. Et c'est de là que naît cette affaire qui est complètement hors norme, mais qui commence par une affaire très banale. D'ailleurs, elle aurait pu rester très banale, parce que quelques années auparavant, le même individu avait été attrapé exactement dans les mêmes circonstances, et en fait, ça avait été traité en comparution immédiate, sans perquisition, et on n'avait pas trouvé du tout toutes les vidéos. Et ce que tu racontes à un moment dans une interview, c'est que tu n'as pas forcément décelé de maladie mentale chez tous ces gens, ces co-accusés, ou même Dominique Pellicot. Quel bilan tu en tires, toi, en tant qu'homme et en tant que psychiatre ? Il y a une phrase qu'on se répète, la plupart des crimes fous ne sont pas commis par des fous. Mais dans la population générale, ça rassure toujours de se dire « c'est un fou ». Parce que dans la population générale, lorsqu'un individu commet un acte extraordinaire, si c'est un fou, ça le met à distance de nous. Bien sûr. C'est une façon de dire c'est pas moi. Or, ce qui devient beaucoup plus inquiétant, c'est de dire il n'est pas fou. S'il n'est pas fou, ça veut dire qu'il est comme nous. S'il est comme nous, ça veut dire que tout le monde est susceptible d'être dans une situation comme celle-là. Et c'est pour ça que... Mais la plupart des temps, les grands crimes, les grands criminels n'ont pas forcément de maladie psychiatrique. Ouais. Et est-ce qu'on parle, quand on fait le constat de Dominique Pellicot ou de ses autres accusés, est-ce qu'on parle aux victimes quand on est expert judiciaire ou pas du tout ? Alors, lorsque on est expert judiciaire, on est amené à expertiser des auteurs, mais on est aussi amené à expertiser des victimes. Et parfois, alors c'était pas le cas dans l'affaire Pellicot, mais on est amené à expertiser l'auteur et les victimes d'une seule et même affaire. Donc oui, un psychiatre peut tout à fait se prononcer, mais la grille de questions, parce qu'il faut penser que quand on est psychiatre expert auprès des tribunaux, on est auxiliaire de justice dans le cadre de notre mission, et notre mission, elle consiste à éclairer le magistrat, c'est-à-dire à répondre aux questions qu'il nous pose. Or, les questions qu'il va poser pour une mise en examen ne sont pas les mêmes qu'une victime. Oui, bien sûr. Un des premiers cas dont vous parlez dans votre livre, c'est celui de Monsieur Marny. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous remettre en contexte cette histoire un peu folle, comment il s'est retrouvé en UMD et comment vous avez appris un petit peu sa réputation, Je travaille dans un hôpital qui était assez connu, l'hôpital de Montfavet, notamment pour avoir accueilli Camille Claudel. Et à cette occasion, dès que je commence, je suis amené à faire des gardes. Et je travaille dans un service qui n'est pas du tout celui de l'unité pour malades difficiles, sauf que lorsqu'on est de garde, on est de garde pour l'intégralité de l'hôpital. Et il s'avère que le jour de ma première garde, je suis appelé à l'unité pour malades difficiles. Et dans ce cadre-là, je vais rencontrer Pierre-Just Marny. Pourquoi ? Parce que l'équipe a oublié de demander au médecin pendant la journée la prescription d'un somnifère. Et comme c'est ma première garde, je voulais essayer de faire les choses bien, donc je vais rencontrer le patient, essayer de réanalyser un peu ses troubles du sommeil et voir si la prescription elle est justifiée. Et c'est là où je vais rencontrer Marny, sauf qu'avant de le rencontrer, j'ai lu le dossier. Ouais. Et je suis tombé sur un dossier hors norme. Mais je dis hors norme à l'époque parce que j'en avais lu assez peu de dossiers. Mais aujourd'hui, je dirais la même chose. C'est un dossier de quelqu'un qui a passé plus d'une 40aine d'années en unité pour malades difficiles. Dingue. Voilà. Il y a une phrase très belle qui te dit, d'ailleurs, pendant cet entretien, il te dit « On m'a enlevé la seule chose qui compte, la possibilité d'être autre chose que mon passé ». Est-ce que c'est quelque chose que te disent souvent tes patients quand on rencontre des maladies mentales ? Est-ce qu'on peut être autre chose que son passé finalement ?
Alors, c'est très très difficile parce que les diagnostics de pathologie mentale stigmatisent. Si on entend hystérique, si on entend pervers, si on entend psychopathe, si on entend schizophrène, si aujourd'hui on fait encore un sondage dans la rue, on tend un micro et on dit schizophrène, quel est le premier mot qui vous vient? On va dire dangereux. Or, la quasi-totalité des patients qui souffrent de maladies schizophréniques ne sont pas dangereux. La plupart des patients qui souffrent de maladies schizophréniques sont avant tout des victimes de la société. C'est des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est des gens qui ont de grosses difficultés à se réhabiliter. Pourquoi? Parce qu'ils ont une pathologie mentale qui a une très très mauvaise image. Alors il y a des pathologies somatiques qui ont une mauvaise image aussi, hein, comme certaines maladies sexuellement transmissibles, comme certains cancers, comme si à un moment donné c'était une punition. Or c'est pas... Voilà. Alors parmi la population de patients qui souffrent de schizophrénie, il est vrai qu'il y en a un tout petit pourcentage, 1, 2, 3%, pour lequel la maladie va s'exprimer par la violence. Mais c'est une minorité. Et ce recours à la violence, tu penses, est-ce qu'il est accentué dans cette société un peu contemporaine où, je sais pas, on est sollicité énormément par les écrans, les choses... Enfin, c'est des discours qu'on peut entendre. Le pourcentage, par exemple, si on prend une pathologie comme la schizophrénie, il n'est pas démontré aujourd'hui qu'il y a plus de schizophrénie en 2025 qu'il y en avait il y a une trentaine d'années. D'accord ? On est toujours autour des mêmes diagnostics de prévalence, c'est-à-dire entre 1% et 3% de la population en fonction des catégories diagnostiques. Donc non, il n'y en a pas plus. On les décèle beaucoup mieux, on les soigne beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'ensuite elles peuvent avoir une expression clinique différente? Est-ce que certains troubles schizophréniques s'expriment plus dans l'agir et moins dans la perturbation des idées, etc. Peut-être pour certaines, mais en tout cas, ce n'est pas une généralisation qu'on peut faire. Un de tes malades aussi, Monsieur Zino, qui dit à un moment la folie, c'est subjectif. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette citation? Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'il y a encore aussi... la psychiatrie a encore un peu une réputation, je sais, sur de précédentes générations. Est-ce que c'est vraiment une science? C'est un constat que tu partages, toi ou... Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas aborder la question de la psychiatrie et des troubles mentaux sans aborder la question de la norme et de la norme sociale. Pourquoi? Parce que les maladies psychiatriques, elles font pour beaucoup dévier de la norme sociale. Et donc, on peut avoir un angle d'abord de la psychiatrie qui est, oui, certains patients peuvent avoir des idées en dehors de la réalité, d'accord? Et donc, ça les fait s'écarter de la norme sociale. Et aujourd'hui, en plus, la façon qu'on a de voir la psychiatrie a beaucoup évolué et a beaucoup été influencée par les psychiatries anglo-saxonnes, américaines et notamment anglaises. C'est-à-dire qu'on est passé d'une psychiatrie, on va dire, européenne et française qui était psychopathologique, c'est-à-dire l'analyse des symptômes, la compréhension des mécanismes, à une psychiatrie anglo-saxonne qui est plutôt une psychiatrie d'observation et de catégorie. C'est-à-dire si on a tel signe, tel signe, tel signe, comme quand vous faites dans un magazine un test. Hop, on coche. Et quand on a 3 signes de la checklist, on a telle maladie. Alors c'est vrai que ça change la vision qu'on peut avoir des troubles et la façon qu'on a de diagnostiquer les troubles. Ouais, comme une addition en fait. Exactement. Moi, il y a un cas qui m'a un petit peu perturbée dans ton livre, c'est le cas de ce jeune homme qui tue ses parents, qui tue ses frères et sœurs, et lui ne sait pas expliquer ce geste, la justice ne sait pas expliquer ce geste, et même toi, tu n'y arrives pas. Comment on le vit quand on est psy, de se dire, j'ai aucune explication à ce cas-là, et je ne sais pas s'il y en aura une un jour finalement. Je pense que quand on est médecin, peu importe la spécialité qu'on exerce, il faut garder beaucoup d'humilité. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en médecine, il y en a encore beaucoup à faire en psychiatrie. Et donc, les situations que j'ai un peu compilées dans mon livre, une de ces situations montre qu'on n'est pas arrivé à expliquer, puisque dans la situation de ce jeune homme qui fait effectivement un acte extraordinaire, qui est intervenu alors qu'il avait 16 ans, alors qu'il n'y avait pas forcément de signe annonciateur. Voilà, ça s'est passé en une nuit, c'est bien ça? Ça s'est passé en une nuit. C'était un jeune garçon qui était très bien inséré au niveau de son lycée, au niveau de ses amis. Donc, il n'y avait rien qui pouvait laisser penser que ça puisse se passer comme ça. Et a posteriori, donc, parce que c'était quand même un acte extraordinaire, il y a de nombreux psychiatres, des collèges de psychiatres qui, pour la justice, se sont penchés sur son cas. Et on a vu qu'aucun n'était d'accord. C'est-à-dire que sur 9 psychiatres répartis en 3 collèges de 3 ont rendu des avis totalement différents. C'est-à-dire certains ont dit qu'il avait une grosse maladie mentale et donc il devait être aboli. Et ça veut dire qu'il devait être dirigé vers l'hôpital psychiatrique. Il y en a 3 autres qui ont dit qu'il n'avait
aucun trouble de quel type que ce soit et qui devait aller en prison. Et il y en a 3 autres qui ont dit qu'il était entre les deux. Donc ça montre que des fois, la science ne peut pas tout expliquer. Et est-ce que tout le monde peut vivre un petit peu ce que tu décris comme une sortie de virage ? Est-ce que cette situation peut être vécue par Monsieur Tout-le-Monde, justement ? Alors oui, alors là on est plutôt dans le cadre de la criminologie. Ouais. Alors si on enlève la criminologie qui est liée de façon étroite à certaines maladies mentales, qui est quand même pas beaucoup, le nombre de personnes qui sont irresponsabilisées pour raisons psychiatriques, c'est quelques centaines par an. On a toujours plus de chances d'être tué par la foudre, de prendre un impact de foudre, que d'être tué par un patient atteint de schizophrénie. C'est pour avoir la probabilité. Ouais. Donc, ce qui veut dire que dans l'immense majorité des passages à l'acte, on a affaire à des individus qui n'ont pas de troubles psychiatriques, mais qui se retrouvent à un moment donné, par rapport à un certain nombre de facteurs environnementaux, qui peuvent être des ruptures, qui peuvent être des conflits, qui peuvent être aussi favorisés par des consommations de toxiques, dans une situation où le passage à l'acte va venir traduire quelque chose, c'est-à-dire par l'agir du passage à l'acte, ils vont finalement exprimer quelque chose qu'ils ne sont pas capables d'exprimer par la pensée. Oui, tu dis que ça n'arrive jamais tout seul. Il y a toujours une histoire, un passé pour expliquer un passage à l'acte, en fait. Oui, alors c'est vrai qu'au moment du fait médiatique, souvent on se concentre sur le passage à l'acte et on se dit c'est extraordinaire, c'est impossible à expliquer, mais lorsqu'on se penche un petit peu plus sur les situations, qu'on refait la biographie de l'individu, qu'on arrive à colliger un certain nombre d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines, dans les mois précédents, qu'on voit les habitudes de consommation de toxiques, qu'on voit les réactions qu'a eu le sujet dans les mois précédents, on s'aperçoit que ce n'était pas forcément un hasard et qu'il y avait beaucoup de signes annonciateurs. C'est difficile, ça, de faire parler quelqu'un, de le laisser se confier pour s'apercevoir ou d'essayer de comprendre ce qu'il a fait ? Alors, c'est un exercice qui est très spécifique et c'est un exercice qui doit être croisé avec un certain nombre d'autres informations. Notamment lorsqu'on fait une expertise psychiatrique d'un individu, certes, on a l'entretien en face à face et on a un recueil de données qui est extrêmement important, mais on doit le croiser avec d'autres sources d'informations, le dossier judiciaire, c'est-à-dire tout le travail qu'a fait la police d'enquête, tous les éléments factuels qu'ils ont retrouvés, mais aussi pour certains, les dossiers médicaux, les anciens passages dans des hôpitaux, dans des cabinets médicaux, du médecin traitant, et tout ça permet à un moment donné de faire, de rendre compte de manière exhaustive du fonctionnement psychique d'un sujet. Tu finis ton livre par un cas un peu spécial, celui de Mamadou Traoré. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que c'est celui qui t'a le plus marqué dans ta carrière ? Alors, je dirais que le cas de Mamadou Traoré, là aussi, est particulier parce que c'est quelqu'un qui a été envoyé à l'unité pour maladies difficiles alors qu'il était en détention, parce qu'en fait, la détention ne pouvait plus le gérer de par sa violence. Et c'est vrai que c'est une situation qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que j'étais responsable d'une unité du MD. Dans cette unité du MD qui a accueilli Mamadou Traoré, j'étais amené à le rencontrer, donc au minimum une fois par semaine, en entretien en tête-à-tête. Et j'avais décidé, par rapport à tout ce passé, par rapport à tous les éléments que j'avais, de me dire je vais lui accorder, en plus des autres types de soins, mais en tant qu'entretien, 1 heure par semaine, tous les jours, même heure, même jour, même endroit, dans les mêmes circonstances pour savoir qu'est-ce qui allait en ressortir. Et ça a duré quasiment 1 an. Donc j'ai pu le voir toutes les semaines pendant 1 an. Et c'est vrai que les entretiens, ils ont été très inégaux, puisqu'il y avait certains entretiens où Mamadou Traoré a pu parler, évoquer des choses, mais il y a aussi eu de nombreux entretiens où il y avait des silences qui duraient plusieurs minutes, avec des attitudes qu'il pouvait avoir qui étaient très inquiétantes, alors que je le rencontrais toujours en tête-à-tête, dans un bureau, sans personne. Et c'est vrai que à ce titre-là, ça m'a beaucoup marqué, parce que je m'étais fixé comme règle au départ de tenir cette heure, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que les silences en ont dit au moins autant que ce qu'il a pu m'apporter sur son histoire. Comment on gère les silences quand on est psychiatre ? Enfin, en tant que journaliste, ça m'inquiète, moi, mais en tant que psychiatre, on les laisse infuser 1 heure, le temps qu'il faut ? La communication, elle est verbale, Ouais. mais la communication, elle est à majorité non verbale. C'est-à-dire que ne serait-ce que le fait de ne pas parler, c'est aussi une façon de dire quelque chose, de dire son opposition. Après, il y a les attitudes corporelles, il y a le regard, il y a
tout un autre ensemble de signes qui peuvent être analysés et ensuite mis en parallèle par rapport à ce qu'il va dire. Parce que des fois, il y a une dissonance entre ce que dit le patient et ce que son comportement dit. Quand on te lit, tu utilises beaucoup le verbe soigner et pas beaucoup le verbe guérir. Est-ce qu'on peut guérir des maladies mentales ? Alors, parmi les maladies mentales, il y a des maladies mentales qui sont de bons pronostics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose d'un arsenal, par exemple, on va dire un épisode dépressif, une dépression. Je ne parle pas d'une déprime, je parle d'une maladie dépressive. La différence entre la déprime et la dépression, bon, si on le dit vulgairement, quelqu'un qui a un état dépressif caractérisé, s'il gagne au loto, il aura toujours son état dépressif caractérisé. Quelqu'un qui a une petite déprime par rapport à des facteurs environnementaux, s'il gagne au loto, ça va grandement améliorer les choses. Donc je parle par exemple d'un état dépressif isolé. On peut parler à un moment de guérison, c'est-à-dire que la personne, après un traitement, après une prise en charge adaptée, elle redevient comme elle était avant l'épisode dépressif. Mais il y a aussi beaucoup de maladies mentales et de maladies psychiatriques qui sont des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies pour lesquelles le terme de guérison n'est pas approprié, mais on parle plutôt du terme de stabilisation. Et effectivement, la psychiatrie doit, dans ce cas-là, apprendre à un patient à gérer sa pathologie. Et tu parles de la psychiatrie, et c'est reconnu comme une science sûre, mais on en parlait auparavant. Tu évoques aussi le fait que des fois, il y ait des avis qui sont complètement divergents de même spécialistes, en tout cas. Comment tu l'expliques et comment on peut quand même en sortir un résultat quand tout le monde diverge? Quelle est la conclusion, en fait? Alors, deux situations particulières. La première, les situations d'expertise. Effectivement, les experts sont amenés, et des fois, plusieurs experts sont amenés à se prononcer sur une même situation médico-légale. Dans ce cas-là, les données montrent que la plupart des experts sont d'accord sur le diagnostic. Par contre, ce qui en découle sur un plan médico-légal, est-ce que son discernement est aboli ou altéré? C'est là où on peut avoir quelques divergences. Voilà. Et c'est vrai que ça nécessite que les psychiatres soient de plus en plus formés. Ensuite, deuxième type de situation, c'est les soins. C'est-à-dire que vous êtes psychiatre, mais là, vous n'êtes pas expert, vous êtes en train de soigner quelqu'un. Alors là, oui, on a d'abord le temps de faire des diagnostics. On peut aussi soigner des symptômes, mais là aussi, en médecine, des fois, sans avoir un diagnostic extrêmement précis, on peut essayer d'améliorer les symptômes et d'amener un mieux-être chez un patient. Alors, ça ne veut pas dire qu'au bout du bout, on doit essayer de catégoriser, on doit essayer de donner son diagnostic au patient, mais des fois, on peut hésiter. Parce que les troubles ne sont pas linéaires, ne sont pas uniformes, et ils peuvent s'exprimer par crise, la crise peut s'apaiser, et c'est pour ça que des fois, certains diagnostics sont plus délicats à faire que d'autres. Et il y a une phrase auquel je pense souvent, et je voudrais avoir ton avis dessus, c'est « il n'y a pas de monstre, il n'y a que des actes monstrueux ». Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Si tu es chirurgien et qu'on t'amène quelqu'un qui est blessé par balle, est-ce que tu vas demander si la blessure par balle elle est liée au fait que la personne que tu vas soigner est victime, ou est-ce que c'était un auteur qui a tué 10 personnes? Non, quand tu es médecin, tu soignes. C'est avant tout une relation humaine. Et tous les êtres humains ont droit à être soignés, qu'on soit auteur, qu'on soit victime. Donc je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Monstre, ça appartient, on va dire, au vocabulaire de la population générale. Ouais. Mais si la personne a une pathologie mentale, je ne soigne pas un monstre, je soigne un patient qui a une pathologie mentale et je l'aide à stabiliser ses troubles. En te parlant comme ça, tu as l'air quand même assez optimiste. Comment on fait pour, quand on a travaillé dans ces secteurs-là, quand on est confronté à une certaine vision du monde, comment on fait du coup pour rester optimiste et de laisser ça chez soi en rentrant le soir, quoi? Parce que ce sont des expériences humaines qui sont inégalables. Parce qu'on réduit souvent les individus à leur pathologie. D'ailleurs, on ne dit pas un patient qui a une schizophrénie ou qui a un trouble schizophrénique, on dit un schizophrène. Mais non, ça ne résume pas. Voilà. Comme on peut le dire, c'est comme si on disait un cancéreux, ça choque un peu plus quand on dit un cancéreux. Là non, c'est un patient qui a un trouble schizophrénique. D'autant plus, par exemple, que le trouble schizophrénique, il peut être d'intensité très différente et il peut avoir un impact très différent. Et la pathologie mentale, aujourd'hui, la schizophrénie, par exemple, c'est entre 1 et 3%. Les troubles dépressifs récurrents, c'est-à-dire les maladies dépressives ou les troubles bipolaires, etc., on est dans certains chiffres de prévalence 15-20%. Vous avez une chance sur 5 de faire un état dépressif. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui touche tout le monde dans la société
Tout le monde a quelqu'un autour de soi. Et est-ce qu'il y a encore des questions non élucidées qui t'intéressent en tant que psychiatre ? Est-ce que tu aurais envie, parce que tu as vu des cas, comme on l'a vu dans ton livre, très forts, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu aurais envie de rencontrer ? Beaucoup, beaucoup. Au plus j'avance dans ma carrière en psychiatrie, au plus j'ai l'impression que le champ de mon ignorance grandit. C'est assez bizarre, hein, alors que j'ai jamais eu autant de connaissances qu'actuellement, mais je m'aperçois qu'en fait, il y a encore énormément de choses à apprendre. Et ce qui est bien en psychiatrie, c'est qu'il y a un certain nombre de thématiques, de sujets qui, au fur et à mesure des années, progressent. Prenons par exemple l'exemple du trauma. La question des traumas, c'était résumé il y a une 50aine d'années au trauma de guerre. Oui, et aujourd'hui, on voit que on a pris en compte plutôt les traumas de la société, les antécédents de violences sexuelles, etc., etc. Et par exemple, tout le champ du trauma, c'est quelque chose auquel je m'intéresse parce que je m'aperçois qu'il y a un lien assez étroit entre auteur, victime, trauma. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un champ qui, à l'heure actuelle, est un de mes champs, j'allais pas dire d'expérimentation, mais dans lequel je me documente le plus. Ouais. Et j'ai une question, est-ce que tu conseillerais à tout le monde d'aller voir au moins une fois un psychiatre ou un psy, ou est-ce qu'il faut y aller juste quand on se sent pas très bien ou, Alors je ferai un peu la différence, et là, d'un côté, il y a les psychiatres qui sont des médecins. Donc en tant que médecin, le psychiatre, il est plutôt destiné à prendre en charge les gens qui ont des maladies, des troubles mentaux. Donc si à un moment donné, vous pensez, il y a la suspicion d'un trouble mental, que ça soit une dépression, etc. Oui, pour un diagnostic, il faut aller voir un psychiatre. Pour avoir une conduite à tenir, il faut aller voir un psychiatre. C'est un peu différent de tous les aléas des événements de vie qu'on peut vivre et qui, des fois, suscitent chez certaines personnes des difficultés d'adaptation. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a plutôt des psychologues, mais encore une fois, c'est pour dire que c'est aussi des professionnels et que ces professionnels sont formés, parce que souvent, c'est sujet à beaucoup de médecine parallèle. On se dit, il suffit que je parle. Non, c'est pas que parler. C'est pas que parler, on ne soigne pas que par la parole. Et à ce moment-là, si on a besoin, à un moment donné, d'évacuer quelque chose, notamment par la parole, c'est bien de s'adresser à un professionnel, par exemple, comme un psychologue ou une psychologue. C'est fou parce que là, je viens de m'apercevoir que j'avais raté une question, et c'est une question que j'ai toujours rêvé de poser à un psy, c'est comment ça va ? Moi, ça va très bien. Très, très bien. C'est comme ça qu'on débute, finalement, à chaque fois, un entretien. Ça va très bien parce que la psychiatrie, c'est aussi pour moi un métier. C'est pas ma vie. J'ai une vie à côté de ma vie de psychiatre, et que le fait que je sois, on va dire, bien dans mes baskets en tant que psychiatre, il dépend aussi de la vie que j'ai à côté de ma fonction de psychiatre. Notre média s'appelle Vive. Si tu devais finir cette phrase, Vive, tu dirais Vive quoi ? Je dirais vive la psychiatrie. Merci beaucoup, docteur. Merci, Laurent Layet. Son livre Au pays des ombres est disponible dans toutes les librairies. Vous pouvez retrouver notre interview sur YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat et tous les réseaux. Et on se dit à très vite.